Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mardi 2 avril. Tout de suite, les titres de ce soir. La police de Nîmes vient d'être dotée de caméras piétons afin de filmer ses interventions lors de contrôles d'identité aux routiers. L'expérimentation, une première en France, est prévue pour une durée de 6 mois. À Saint-Clément-de-Rivière, le centre équestre sera bientôt sans domicile fixe et cherche un nouveau lieu pour s'installer et poursuivre son activité. Pour le public arlésien, un matinée. Et puis, bien sûr, nous reviendrons sur une feria d'Arles marquée par la pluie avec notre spécialiste, Christophe Chez. Mais commençons ce journal avec cette affaire résolue par la brigade de recherche de Lunel, qui a démantelé un réseau spécialisé dans le vol et la revente de véhicules BMW. 16 personnes ont été arrêtées dans l'Hérault, mais aussi à Nice et dans les Bouches-du-Rhône, dont 5 légionnaires ou ex-légionnaires, parmi lesquels un Russe de 36 ans habitant Marseille, qui serait le cerveau de l'équipe. Je vous propose d'écouter l'adjudant Zaganelli, au micro de Mathilde Roux et Justine Pradel. C'est une enquête qui a porté sur plusieurs véhicules qui ont été volés principalement en Allemagne. Ces véhicules ont été maquillés, ensuite immatriculés sur le territoire français à l'aide de faux documents. Et ensuite, ils ont été revendus pour en tirer un bénéfice. Voilà. C'était une bande organisée qui s'occupait de ce trafic, qui est implantée sur une grande partie de l'Europe. Et plusieurs personnes ont été interpellées sur le territoire français dans le cadre de ce dossier. Souriez, vous êtes filmé. Une nouvelle caméra piéton équipe les policiers de la zone de sécurité prioritaire des quartiers Mas-Domingue et Chemin Bas d'Avignon pour la première fois en France. Ces caméras vidéo sont utilisées durant les interventions des agents de police et peuvent être exploitées sous forme de preuves, notamment lors des contrôles d'identité. Voyez le reportage d'Olivier Michel. Vulgarisée dans les reportages télé consacrés aux forces de l'ordre, elle fera désormais partie intégrante de leur équipement. Elle, c'est la caméra embarquée, dite caméra piéton. Alors j'ai un bouton de marche-arrêt là, que je vais appuyer pour que ça s'allume. Voilà. Et après, en plus, j'ai le bouton rouge où je vais mettre en enregistrement, couper l'enregistrement, mettre l'enregistrement. Voilà. Donc là, comme je vous parle, il n'y a pas d'enregistrement pour l'instant. Si j'appuie sur le bouton, ça s'enregistre. Une caméra testée à titre expérimental pour une durée de 6 mois dans les zones de sécurité prioritaires françaises. 3 caméras sont mises en service sur Nîmes. Elles équipent le groupe de voies publiques qui patrouille notamment sur le chemin bas d'Avignon et le Mas-Domingue. Je crois que c'est effectivement quand même des quartiers où les situations sont pas toujours faciles, et c'est peut-être là qu'on verra quand même à l'usage si c'est positif ou pas, sachant quand même que le groupe de voies publiques a vocation à aller sur l'ensemble du territoire nîmois et qu'elles seront utilisées non pas simplement en ZSP mais en tout lieu. Ces caméras grand angle ont une autonomie de 7 heures et peuvent stocker jusqu'à 10 heures d'images. Les images capturées seront-elles conservées pendant 6 mois ? Moi, je pense qu'effectivement, ça permet d'abord d'avoir une preuve s'il y avait un incident. Ça matérialise effectivement l'existence de l'incident. Mais je pense que pour les expériences qui ont eu lieu sur d'autres types de caméras il y a quelques années, ça a plutôt une tendance à dédramatiser la situation et à apaiser les relations entre la population et les fonctionnaires de police. À noter que cette petite caméra qui va faire parler d'elle est française et fabriquée dans le Gard à Millau. Le conseil d'administration de l'orchestre et de l'opéra de Montpellier a rendu sa décision vendredi soir. Jean-Paul Scarpita continuera de diriger l'enceinte jusqu'à la fin de la saison 2013-2014 et le passage à un statut d'établissement public à caractère culturel. À l'issue de ce conseil d'administration, Philippe Sorel, qui siège au nom de la ville, a mis en cause les positions défendues par le président de l'agglomération. Les explications de Mouadel Yakabi. Le sort de Jean-Paul Scarpita à la tête de l'Opéra national scellé, place au bilan. Financier d'abord, la région, par le biais de son président, a décidé de réduire sa participation au budget de 5,5 millions d'euros, une somme que l'agglomération s'est engagée à compenser. Une hérésie pour Philippe Sorel, adjoint au maire chargé de la culture et siégeant au conseil d'administration. Lui et les 2 autres représentants de la ville se sont abstenus lors du vote. Ils doutent de la promesse de Jean-Pierre Moore. Mais de quelle façon? Nous avons voté le budget, avec quel argent? Toujours celui des Montpelliérains et des habitants de l'agglomération. Franchement, faire de la politique comme ça, c'est très déplaisant parce que on a l'impression que les choses sont traitées sur un coin de table et sans la transparence qu'exige la chose publique. Du côté de l'agglomération, il fallait assumer le désengagement de la région. Il en va de la survie de l'opéra. Pour ce qui est du budget de l'orchestre, l'agglomération peut toujours s'appuyer sur son budget supplémentaire. Et je l'ai proposé au conseil d'administration de l'orchestre vendredi.
L'Agglo, tout prochainement, procédera dans les jours qui viennent à une analyse très très fine du budget, sachant qu'effectivement les compléments seront proposés lors d'un prochain conseil communautaire aux élus de l'Agglo, mais je n'exclus pas un tour de table avec des institutions qui actuellement n'interviennent pas ou très très peu, puisque le département y est revenu, mais la ville n'y est pas, hormis les compensations normales liées au transfert de compétences. Pour le reste, un directeur d'orchestre sera prochainement désigné pour assurer la transition lors du passage au statut de PCC. Pour l'instant, aucun détail n'a filtré sur son identité. L'intersyndicale, en conflit ouvert avec M. Scarpita depuis 2 ans, a salué la décision du conseil d'administration, mais se montre inquiète quant au manque à combler dans leur budget. Le CHU Carremo à Nîmes va se doter d'un institut de cancérologie, fruit d'un partenariat public-privé. Il va associer en un même lieu tous les acteurs de cancérologie du Gard et proposer du matériel de pointe, dont 4 machines de radiothérapie. Coût de l'opération 45 millions d'euros pour une ouverture prévue à l'horizon 2015. Nous avons une activité de cancérologie très importante et que nous voulions nous doter d'un outil performant, moderne et qui rassemble toutes les compétences et tous les moyens techniques pour assurer à la fois une meilleure qualité de soins et surtout une meilleure sécurité des soins. Alors, il permettra effectivement de développer de nouvelles techniques, notamment en matière de radiothérapie. Il concentrera tous les éléments de traitement de chimiothérapie et puis il aura également une prise en charge des soins à la personne, puisqu'il y a les soins techniques mais il y a également l'accompagnement des personnes. Et nous avons développé de façon importante cette prise en charge des personnes pour ce qu'on appelle les soins après cancer. Nouvelle édition de l'hôpital des Nounours, toujours au CHU de Nîmes, piloté par les étudiants de la faculté de médecine de Nîmes et de Montpellier. Le but de cette journée est de sensibiliser les enfants de classe maternelle aux thématiques d'hygiène et de santé, ainsi que de leur faire appréhender plus sereinement le milieu hospitalier. Un reportage de Lisa Matonnet. Il s'est fait un bobo là. Qui n'a pas peur des piqûres et des blouses blanches, surtout lorsqu'on est enfant? Pour dédramatiser l'univers médical, les étudiants en médecine de Nîmes et Montpellier ont renouvelé l'hôpital des Nounours. Épidémie chez tous les nounours, tous sont passés au bloc opératoire. C'est pour qu'ils sachent comment ça se passe à l'hôpital, le parcours, et puis qu'ils aient moins peur, qu'on leur montre qu'on est des personnes, par exemple que la blouse se met, s'enlève, qu'on n'est pas des méchants quoi en fait. Le but de l'opération, dédramatiser l'hôpital par le jeu, en faisant circuler les petits d'atelier en atelier pour soigner leurs peluches. C'est vraiment pour essayer de les sensibiliser un peu au monde de l'hôpital parce qu'ils ont souvent peur d'être soignés. Enfin, on a beaucoup de bobos nous à l'école et quand on les soigne avec du savon et de l'eau. Mais rien que ça, souvent c'est un peu dramatique. Donc ils sont très intéressés de voir que ça va se passer sur leur nounou, c'est pas sur eux en fait. Un concept créé en Allemagne et importé en France en 2004 par l'Association nationale des étudiants en médecine où les futurs médecins sont aujourd'hui des nounoursologues. Alors un nounoursologue, c'est en fait un médecin, mais pour les nounours. Donc c'est un peu comme notre médecin généraliste, mais spécialisé dans le nounours. Ça nous permet, nous, aux étudiants, d'avoir déjà un premier contact avec les enfants, de savoir comment les approcher plus tard, comment les soigner. Après être passé à la nounoursologie, la bobologie est finie à la pharmacie des nounours. Les enfants repartent avec le diplôme du petit nounours et leur peluche plus en forme que jamais. À Saint-Clément-de-Rivière, les chevaux du centre équestre de l'UCPA seront bientôt sans domicile fixe. Le terrain qu'ils occupent depuis 25 ans a été vendu pour y construire une clinique, laissant 400 cavaliers dans l'embarras et en recherche d'un nouveau lieu. Un reportage de Natalia Martinez et Alissa Lali. Le centre équestre de Saint-Sauveur voit rouge. Le domaine du Pic Saint-Loup, propriétaire du terrain, a vendu les lieux à la clinique du même nom. Aujourd'hui, l'UCPA et l'association Les Cavaliers des Saint-Sauveur sont à la recherche d'un nouveau terrain avant l'expiration du bail en décembre 2013. Nous, aujourd'hui, on est là pour trouver une solution de relogement pour que la structure ne disparaisse pas. C'est vrai que dans le fond de notre âme, on ne s'imagine pas ailleurs. Maintenant, il faut être réaliste. Si le centre doit disparaître, il disparaîtra. Un élan de solidarité est né avec la création de l'association. Cavaliers, familles, personnel se mobilisent tous pour sauver ces lieux. Marion monte à cheval à Saint-Clément-des-Rivières depuis 7 ans et voit cet endroit comme sa deuxième maison. Monter ici, c'est quand même principalement pour être avec ses amis et tout, et les coachs sont vraiment bien, on passe des bons moments, donc c'est sûr que ça serait pas du tout le même univers que d'aller autre part. On pourrait pas retrouver l'entente qu'on a ici, quoi, parce qu'on est vraiment... Enfin, ça s'est consolidé d'année en année, mais on est vraiment une très très grande famille. C'est notre passion, quoi, donc c'est
raide. C'est vraiment un endroit important, je pense, pour nous et pour pour tous les cavaliers d'ici. Après avoir déposé un dossier à l'agglomération de Montpellier, l'UCPA attend avec impatience que des solutions soient proposées pour empêcher la fermeture du centre. Côté sport, le groupe de Victor Svanka s'est incliné hier soir au Costières 1-0 face au Havre sur ce but de Geoffrey Malfleury à la 31e minute. Les Crocons ont tout tenté pour revenir en seconde période, mais sans succès. Cette première défaite à domicile depuis fin novembre pourrait sonner le glas des ambitions gardoises en Ligue 1. On écoute Victor Svanka au micro de Pierre-Paul Castelli. On a eu quelques situations intéressantes en début de match et je crois qu'à ce moment-là, on aurait pu peut-être faire la différence. Après, je dirais qu'on est tombé sur je le savais, sur une excellente équipe du Havre qui nous a fait énormément courir. C'est sûrement, pour moi, c'est sûr des regrets parce que bon, on espérait beaucoup, surtout se rapprocher du peloton de tête. Bon, maintenant, j'ai dit que ce soir, on a bouffé un joker. Moi, je ne vais pas lâcher, mais vendredi, il y a un autre match. Il y a des joueurs qui étaient suspendus, des joueurs qui étaient un peu blessés. Donc, il y aura sûrement une autre équipe. Au classement, le Nîmes Olympique pointe à la 6e place, à 8 points de Monaco. Prochain match vendredi avec un court déplacement chez le voisin arlésien qui a lui décroché un bon nul à Caen. La feria de Pâques aux arènes d'Arles s'est terminée hier soir sur une corrida en demi-teinte, plombée par le froid et la pluie. Si la météo capricieuse n'a pas incité les aficionados à prendre la route de l'amphithéâtre romain, certains taureaux d'importance et des taureaux engagés comme Juan José Padilla et Sébastien Castella ont su faire la différence en dépit d'une fréquentation nettement en baisse. Christophe Chez y était. Du froid et de la pluie sur Arles, la météo n'a pas souri aux organisateurs de la feria de Pâques, avec des gradins souvent clairsemés du fait du manque de têtes d'affiche et de la crise économique invoquée par la direction des arènes. Une pluie qui a conduit à l'annulation parfois contestée des 2 noviades matinales et qui a considérablement refroidi les spectateurs d'une très sérieuse corrida de Victorino Martín, avec un tir d'entrée sur les gradins lundi après-midi. Si Fernando Robleño et Javier Castaño, réunis à mano, n'ont pu ravir d'oreilles par la faute de l'épée, les toreros à cheval Andy Cartagena et Diego Ventura, généreusement crédités d'un total de 6 oreilles et 1 queue, ont assuré le spectacle réclamé par le public arlésien en matinée. Des spectateurs qui ont également ovationné Juan José Padilla, triomphateur populaire le samedi après-midi face au taureau de Torre Estrella, tout comme Sébastien Castella, qui avec 3 pavillons en poche, a remporté son bras de fer vendredi face à Juan Bautista. Dimanche, c'est le brave taureau Lagarto de l'élevage andalou de Sebadagago qui a créé l'émotion en piste du fait de l'allégresse de ses charges, bien mise en valeur par le picador arlésien Gabin Réhabi. À matinée, la course camarguaise a réuni un public nombreux avec les stars du crochet et le bon niveau affiché par les manadiers saintois. Enfin, à 1400 km d'Arles, cette même crise économique n'a pas empêché les arènes de Séville de jouer à guichet fermé, avec un triomphe immense d'El Juli, programmé avec Morante et Manzanares, devant 13 000 spectateurs conquis. Allez, c'est terminé pour ce soir, mais l'actu continue sur TV Sud avec Julien Desvages dès 22h pour une tranche d'actualité locale, nationale et internationale. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle édition de votre journal. En attendant, passez une excellente soirée sur TV Sud.